merci de nous avoir. C'est bon. Donc effectivement, le cœur du sujet, c'est du juridique, donc je vais essayer de vous captiver, ça va pas être facile, mais n'hésitez pas en tout cas à poser au fil de l'eau vos questions, à rebondir, voilà, à le faire au fur et à mesure comme ça, puisque c'est quand même assez dense, on va voir 2 sujets. Et donc, posez vos questions au fur et à mesure. Je pense que Caroline se chargera de faire un petit peu le maître du temps et de gérer vos questions parce que moi, je serai un peu focus sur mon support. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Un petit mot simplement pour vous expliquer qui je suis. Donc, moi, je suis avocate associée en droit de l'environnement et je travaille quasi exclusivement sur les sujets d'économie circulaire. Et je travaille au sein d'un cabinet qui s'appelle SCOV et du coup qui intervient spécifiquement sur toutes les problématiques juridiques liées à la transition écologique, bas carbone. On travaille souvent, par exemple, sur les sujets, les filières plus BTP, mais aussi sur pas mal d'autres filières. Voilà. Et j'interviens dans pas mal de réseaux et écologie industrielle et territoriale pour le juridique, des outils, de la méthode, voilà, répondre aux questions. Et j'accompagne sinon directement les porteurs de projets pour permettre de mener à bien les synergies sans que le juridique devienne un problème. Ça peut arriver souvent. Donc, on avait réfléchi à ce qu'on voulait vous proposer pour ce webinaire juridique. Et donc, en fait, on a réalisé cet été 2 fiches méthodologiques sur des sujets juridiques qui sont récurrents, qui sont vraiment des fiches outils qui vous permettent de, grosso modo, d'avoir comme un petit assistant juriste avec vous pour contrôler certains points quand vous avez des synergies qui sont en phase de réflexion ou même potentiellement parfois qui sont en cours et où les sujets juridiques émergent. Donc, il y a 2 sujets dans ces fiches. Je ne sais pas évidemment si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance parce qu'on vous les a transmis seulement il y a quelques jours, malheureusement. Et c'est assez dense. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'était de les parcourir avec vous, de répondre à toutes vos questions, que vous les ayez déjà en fait traversées une fois avec quelqu'un qui répond aux éventuelles questions supplémentaires qu'il y aurait. Et puis, et donc voilà, il y a 2 sujets. Le premier, c'est gérer le statut de déchets dans les synergies de substitution. Donc, il y a un sujet EIT extrêmement classique et extrêmement récurrent et qui est assez simple à régler quand on a la bonne méthode, j'ai envie de dire. Et puis après, on a fait une fiche sur contractualiser une synergie, où là, sur le sujet de contractualisation, il fallait choisir. Donc, vous verrez, on a choisi tout ce qui est cession de matière et puis tout ce qui est mise à disposition de matériel, d'équipement, etc., entre entreprises. Donc, c'est les 2 sujets qui font l'objet de fiches et donc, c'est les 2 sujets qui nous occupent aujourd'hui. J'attaque directement par la première, donc comme je vous disais, celle qui, à mon avis, sur laquelle vous pouvez rapidement, une fois que vous avez bien pris en main les fiches, devenir assez autonome et régler la plupart des sujets vous-même. C'est la question du statut de déchet dans les synergies de substitution. Donc, vaste sujet, mais effectivement, avec une bonne méthode, normalement, on s'en sort plutôt bien. Donc, encore une fois, les slides que vous voyez, c'est pas forcément des slides, c'est vraiment les fiches méthodo auxquelles vous avez accès. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les parcourir avec vous. Donc, effectivement, c'est un peu dense parfois, mais l'objectif, c'est que vous ayez quand même des petites fiches avec toutes les infos pour refaire la méthodo systématiquement. Donc, deux petits points à rappeler au début avant de se lancer dans la méthode. D'abord, les bonnes raisons de se poser cette question quasi systématiquement dans les synergies de substitution. D'abord, comme vous le savez, j'imagine, le statut de déchet, c'est un problème de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité spécifique qui est attachée à ce statut. Donc, il va falloir évidemment se poser la question parce que les entreprises qui s'engageraient là-dedans sans se poser ce genre de questions peuvent avoir des problèmes de responsabilité et un peu ad vitam aeternam parce que c'est une responsabilité qui va suivre les producteurs et les détenteurs successifs jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale. Donc, grosso modo, ça peut vous poursuivre. Donc, il faut vraiment se poser la question avant de se lancer dans ce type de synergie. Il y a aussi, avec le statut de déchet qui peut être attaché aux matières, vous allez avoir des obligations spécifiques, donc de traçabilité, de caractérisation, de traitement, etc. Donc ça, pareil, vous devez le savoir parce qu'il y a des sanctions, ça peut être des sanctions administratives, des sanctions pénales, mais voilà, faut bien anticiper.
L'autre raison pour laquelle il faut vous poser la question du statut de déchet dans les énergies de substitution, c'est que le statut de déchet fait obstacle à la mise sur le marché des produits qui ont un statut de déchet ou qui contiennent des matières qui ont un statut de déchet. Donc ça, il faut quand même bien faire attention sur des synergies où le but, c'est quand même d'élaborer des produits qui ont vocation à être commercialisés directement. Et puis, le dernier point pour lequel il faut vous poser cette question, c'est que le statut de déchet peut conduire à placer un site sous une rubrique ICPE, donc soit à faire évoluer en fait la rubrique si vous êtes avec des entreprises qui sont déjà installations classées pour la protection de l'environnement, mais si ce n'est pas le cas, potentiellement, elles se retrouvent soumises à ce régime qui est quand même un régime qui devient assez contraignant. Enfin, si on reste sur de la déclaration, ça va, mais après, ça reste quand même, voilà, on rentre dans un régime beaucoup plus encadré pour le site de production. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faut bien anticiper. Et puis l'autre point, c'est surtout l'erreur à ne pas faire, et je pense que c'est celle que tout le monde fait, et c'est pour ça que ça paraît compliqué. C'est il faut surtout pas commencer à essayer de résoudre la question du statut de déchet dans la synergie en se référant à la définition du statut de déchet. Pourquoi? Parce que cette définition, elle apporte beaucoup plus de questions qu'elle va vous apporter de réponses. Donc, je vous l'ai remise pour que vous l'ayez en tête, mais pas pour que vous y référiez encore une fois. Et la définition, c'est est un déchet, toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Donc, qu'est-ce que défaire? Est-ce que c'est simplement de l'abandon? Est-ce que c'est de la cession? Quand est-ce qu'on a une intention? Enfin bref, ça pose plein de questions, sachant qu'en plus, la jurisprudence est venue rappeler que, en gros, ça ne dépend pas notamment des caractéristiques de la matière qui est dans la synergie. Donc, ce n'est pas par exemple parce que c'est une matière dangereuse qu'il y a un statut de déchet. Ça, c'est important parce que c'est un raccourci qu'on a tendance à faire, mais ce n'est pas le cas. Donc, donc, voilà, tout ça pour dire, ne commencez pas à vous poser la question ou à conseiller à une entreprise, écoutez, regardez la définition du statut de déchet et puis voyez. Ne faites pas ça parce que sinon, effectivement, on n'y arrive pas. Il y a beaucoup trop de questions. En revanche, il y a une bonne méthode à appliquer pour régler cette question et pour avoir les réponses dont on a besoin pour faire progresser la synergie. Et donc, c'est un raisonnement en 3 étapes que vous verrez, je vous ai résumé après dans un arbre décisionnel que vous pouvez, dans une première approche, simplement vous référer à cet arbre décisionnel pour régler la question. Mais dans la fiche, je vous ai quand même un peu plus détaillé pour que vous ayez bien toutes les informations. La première étape, c'est de vérifier si vous pouvez éviter le statut de déchet, ce qui est le cas dans un bon nombre de synergies, donc il faut pas se priver. Ensuite, si jamais vous ne pouvez pas éviter le statut de déchet, il faut vérifier si vous pouvez sortir du statut de déchet dans le cadre de la synergie. Et si jamais vous ne pouvez toujours pas, il faut envisager une valorisation sous statut de déchet. Donc voilà, je vous ai remis un petit focus. Attention, plus la question du statut de déchet est gérée en amont de la synergie, moins elle est susceptible d'être bloquante. Donc n'attendez pas. Donc grosso modo, avec cette fiche, normalement, dans la plupart des cas, vous pouvez traiter cette question assez rapidement et assez facilement. Donc en tout cas, faites-le que ce soit un peu un réflexe bien en amont pour pas que finalement ça émerge quand déjà on est en train de structurer des partenariats, de faire des études avec des impacts plus économiques ou de caractérisation plus poussée. Parce que sinon, ça peut un peu décourager. Donc voilà, mais en tout cas, plus c'est pris au début et moins c'est un problème. Donc la première étape, c'est vérifier si on peut éviter le statut de déchet. Donc grosso modo, c'est l'hypothèse, il y a 3 cas dans lesquels vous pouvez éviter le statut de déchet. C'est si vous faites de la prévention, si vous faites du réemploi ou si les matières ont un statut de sous-produit. Donc, je vous ai détaillé un petit peu cette question. Donc, la prévention, en fait, c'est toutes les mesures qui vont être prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction de la quantité ou de la nocivité des déchets générés. Donc, dans le cas, grosso modo, je vous ai mis un exemple de synergie, par exemple, sur laquelle on m'avait interrogé. C'était la vente de poches à huîtres usagées pour une nouvelle utilisation comme manchon de protection pour des troncs d'arbres. Ça, en fait, c'est vraiment de la prévention de déchets, c'est-à-dire qu'on va réduire la quantité de déchets que le producteur d'huîtres pourrait générer. Et donc, finalement, au lieu d'avoir ces poches qui vont être traitées, gérées comme des déchets, il les met de côté parce qu'il y a une demande et il va les vendre. Là, pour le coup, je crois que c'était une collectivité ou un collectif. Mais du coup, voilà, on va réduire la quantité de déchets qu'il pourrait générer. Donc ça, c'est des hypothèses. Voilà, il n'y a pas besoin de procédure de déclaration, il n'y a pas besoin de procédure d'autorisation. Enfin, vous êtes tranquille. Donc, si vous êtes dans le cadre de la prévention, allez-y.
L'autre hypothèse, c'est celle du réemploi. Donc, ça va être tous les objets ou les matières qui peuvent avoir une seconde vie avec un usage identique. Donc ça, je vous disais, par exemple, dans le secteur du BTP, ça va être sur un chantier de déconstruction, on va récupérer des portes, des prises qui sont toujours aux normes, etc. Et puis, on va les réemployer sur un autre chantier, on va les céder à un autre artisan ou à une autre entreprise qui va les remettre en œuvre. Ça, c'est pareil. Donc, le réemploi, c'est simplement, grosso modo, que c'est vraiment le même usage. Une porte devient une porte, etc. S'il y a du détournement d'usage, et ça arrive assez souvent, c'est-à-dire que, par exemple, une porte devient une table, ça arrive aussi. Ça, du coup, ça ne répond pas exactement juridiquement à la définition du réemploi où il faut que ce soit un usage identique. Du coup, on le fait basculer du côté de la prévention. Mais c'est OK aussi. Donc, vous avez prévention, réemploi. Et puis après, vous avez les sous-produits. Donc ça va être tous les résidus de processus de production qui vont répondre à certaines conditions. Donc, il faut bien vérifier. Ces conditions, c'est il faut que l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet soit certaine. Donc, grosso modo, il faut qu'il y ait un petit peu un deal qui soit déjà en place. Il faut que la substance ou l'objet puisse être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Donc, grosso modo, cette condition, c'est il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui s'apparenterait à du traitement de déchets, à de la dépollution, à des choses comme ça. En revanche, tout ce qui va être traitement mécanique, par exemple, je récupère des chutes de fibres de carbone, je veux les utiliser dans mon processus de production. Par exemple, je suis obligée de les redécouper ou voilà, de faire ce type d'ajustement. Ça, il n'y a pas de souci, c'est OK. L'autre condition, c'est qu'il faut que la substance ou l'objet soit produit en faisant partie intégrante d'un processus de production. Là, c'est un peu la même idée. Il faut que ce résidu de processus de production, il soit vraiment issu de ce processus. Il ne faut pas, par exemple, que vous l'envoyez sur un site annexe pour le transformer un petit peu avant de le revendre. C'est vraiment les chutes de production. Donc, ça peut être des chutes de tissu, comme je disais, des chutes de fibres de carbone. Enfin, ça peut être un grand nombre de résidus de production. Et puis après, il y a deux autres conditions qui sont assez logiques. Il faut que ça réponde à des prescriptions relatives aux produits, à l'environnement, à la protection et à la santé qui sont prévues pour l'utilisation ultérieure. Donc, grosso modo, il faut que vos chutes de production, vos résidus de manière plus large, ils répondent aux normes qui seraient éventuellement applicables pour l'usage pour lequel l'entreprise qui les récupère veut le faire. Donc, ça semble à peu près logique. Et pareil, sur la dernière condition, il faut qu'il n'y ait pas d'incidence globale nocive pour l'environnement et la santé humaine. Donc ça, il faut se poser la question en fonction du type, de la typologie des résidus. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux qu'ils ne répondent pas à cette condition. Mais il faut se poser la question de leur caractérisation et puis de la manière dont ils vont être utilisés ensuite. C'est un peu la même idée qu'en matière de déchets. C'est voilà, on vérifie que la valorisation quand même est utile et appropriée. On a une première question, si tu permets, Elisabeth. Tu vas me dire si tu y réponds maintenant ou si on la met de côté selon son contenu. Donc, c'est Olivier Aspe qui demande comment ça se passe au niveau ICPE pour le stock de matières entrantes. Il parle de la rubrique 27 des ICPE. Comment ça se passe au niveau ICPE? C'est deux fois la même question, pardon, je l'ai copié-collé. Donc, c'est ça, rubrique 27 et comment ça se passe pour le stock de matières entrantes? Alors, en fait, le stock de matières entrantes, là, si on est dans l'hypothèse des sous-produits, hein, je peux répondre à cette question-là et puis j'y répondrai quand on fera la sortie du statut de déchet parce que c'est là qu'elle se pose. Là, on est dans une hypothèse où il n'y a pas de statut de déchet, donc il n'y a pas de rubrique 27, peu importe laquelle. Donc, il n'y a pas, même par exemple, quand du coup vous entreposez, vous mettez de côté tout ce que vous voulez donner pour du réemploi ou vous mettez de côté tous les résidus de processus de production, vous conditionnez pour l'entreprise qui veut les réutiliser ensuite. Là, pour l'instant, on est vraiment dans des hypothèses, pas de statut de déchet. C'est des hypothèses autoroute du kiff, il faut en profiter, c'est des synergies, faut y aller, on est tranquille, il n'y a pas d'ICPE. Donc voilà, là, on est dans cette première étape où vous vous dites, si votre synergie elle rentre là dans l'étape qu'on est en train de faire, grosso modo, vous pouvez dire à l'entreprise, vous êtes très très bien, il n'y a pas de statut de déchet, donc il n'y a pas de problème ICPE, mais il n'y a aussi pas de problème d'obligation de traçabilité, etc. Il n'y a pas tous ces sujets. Et je répondrai peut-être à cette question qui est plus précise sur le volet sortie de statut de déchet, où là, pour le coup, effectivement, pour les matières entrantes, il y a une rubrique 27 pour l'entreposage des matières, avant qu'elles sortent du statut de déchet dans le processus. Voilà, donc la première, donc pour vérifier si vous pouvez éviter le statut de déchet, vous regardez déjà si vous êtes soit dans de la prévention, soit dans du réemploi, soit dans du sous-produit. Si la réponse est oui, vous vous dites c'est génial, sauf qu'il faut vérifier un dernier truc avant de dire feu vert.
c'est il faut vérifier qu'il n'y a pas de qualification réglementaire des matières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, l'administration va qualifier en fait des matières elle-même, elle va s'octroyer ce droit de qualifier des matières de déchets, donc sans vous laisser la marge d'appréciation pour savoir si vous êtes dans un sous-produit ou pas. Donc, il y a deux hypothèses où vous pouvez retrouver ça. Il y a le cas dans lequel la matière qui est impliquée dans la synergie est issue d'un site ICPE. Donc, je vous ai mis l'exemple des cendres des installations de combustion, notamment qui sont soumises à déclaration sur la rubrique 2910. Ça, c'est un cas que j'avais eu. En fait, c'est un cas où les arrêtés, l'arrêté pour le coup, il y avait l'arrêté ministériel donc, qui encadre ces installations, qui prévoit bien que les cendres des installations de combustion doivent être traitées et gérées comme des déchets. Donc ça, on ne peut pas expliquer que c'est des résidus de production, même si on coche toutes les cases du sous-produit, on ne peut pas dire je suis un sous-produit, parce qu'on est coincé, parce que l'arrêté ministériel, de toute façon, a qualifié les matières. Donc ça, c'est le premier point, c'est si jamais la matière est issue d'un site ICPE, allez vérifier, du coup, je vous ai mis en dessous les outils, allez vérifier sur le site Imeris, justement, les arrêtés qui s'appliquent à l'installation, ou proposer, encore une fois, c'est à l'entreprise normalement de faire ça, hein, d'aller vérifier du coup ce que disent les arrêtés ICPE et notamment vérifier les arrêtés ministériels qui encadrent l'installation, mais vérifier aussi les arrêtés de prescription préfectoraux qui peuvent aussi avoir rajouté des prescriptions là-dessus. Donc ça, c'est à vérifier. Et il y a un autre cas dans lequel les matières peuvent être qualifiées de déchets par la doctrine administrative, c'est justement d'autres types de textes. Donc c'est là où c'est un peu parfois plus compliqué à repérer, mais il n'y a quand même pas beaucoup de cas. Je vous en ai mis un, par exemple, qui est classique. C'est le cas des terres excavées qui sortent d'un chantier. La doctrine administrative nous dit, de toute façon, à partir du moment où les terres excavées elles quittent le chantier, elles prennent un statut de déchet. On ne peut pas discuter, même si, au contraire, on sait qu'elles vont être réemployées sur un autre site pour le même usage, qu'il n'y a pas d'incidence globale sur l'environnement, que blablabla, peu importe. Eux, ils nous disent qu'à partir du moment où ça sort du site, statut de déchet. Donc là, vous ne pouvez pas renégocier. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le point de vigilance. Donc la deuxième étape pour vérifier si vous pouvez effectivement éviter le sortie de statut de déchet, c'est même si vous êtes dans le cadre de prévention de réemploi ou de sous-produits en apparence, vérifier que l'administration ne vous a pas coupé un sous le pied. Et du coup, je vous mettais aussi, bien sûr, logiquement, n'oubliez pas de passer un contrat pour encadrer la cession, surtout si c'est des cessions à titre onéreuse, mais on va y revenir dans le cadre de la deuxième fiche. Voilà, s'il y a des échanges financiers impliqués dans la synergie, les contrats sont vraiment indispensables. Et puis, dans le préambule du contrat, bien rappeler le cadre réglementaire de la cession. Donc, par exemple, si vous vendez justement des sous-produits, bien rappeler dans le préambule que vous êtes dans le cadre de la cession d'un sous-produit, que vous respectez l'ensemble des conditions prévues par le Code de l'environnement, etc., etc. Alors, à ce stade-là, il y a une petite question sur l'accompagnement en fait, dont on peut bénéficier. C'est est-ce que les UT de Réal sont mobilisables pour accompagner sur cette lecture de la qualification? Non, justement, je vais y venir aussi après. Je vais y venir parce qu'effectivement, c'est un très mauvais réflexe. Ne vous inquiétez pas, je vous l'ai mis dans la fiche. Alors, ensuite, donc là, on est dans cette hypothèse où on n'a pas réussi à sortir, à éviter le statut de déchet. Donc, soit vous ne faites ni de la prévention, ni du réemploi, ni du sous-produit, soit vous avez vu qu'il y avait une qualification réglementaire. Donc, grosso modo, vos matières dans la synergie de substitution auront un statut de déchet. Donc là, la deuxième étape, c'est de se demander, est-ce que je vais pouvoir sortir du statut de déchet? Pourquoi? Parce que si on sort du statut de déchet, effectivement, ça permet d'arrêter cette fameuse responsabilité, notamment dont on parlait, et ça va permettre aussi de commercialiser comme des produits ce qui résulte de la synergie de substitution. Donc, il y a plein d'intérêts, encore une fois, à mettre fin à ce statut de déchet. Et donc, il y a deux manières, enfin, il y a pareil, c'est en deux étapes. Pour se poser la question, est-ce que je sors un statut de déchet? La première étape, il faut vérifier si vous pouvez avoir une sortie de statut de déchet explicite, donc qui va être prévue par un arrêté ministériel ou par un règlement européen. Et si jamais ce n'est pas le cas, et c'est généralement pas le cas parce que vous verrez, il y en a très peu, on se demande si la synergie peut bénéficier d'une sortie implicite du statut de déchet.
Donc, la première étape, elle est assez simple. Il faut donc vérifier s'il y a un arrêté ministériel ou un règlement européen qui encadre la sortie du statut de déchet, donc qui fixe les conditions, les critères, toute la procédure pour sortir du statut de déchet. Ça va concerner que certains déchets, encore une fois, qui vont être valorisés, donc qui font l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ou qui sont recyclés, etc. Et il y a des conditions à remplir, mais bon, quelque part, qui ressemblent à celles du sous-produit. Mais la différence, c'est qu'il ne suffit pas, là, pour le coup, d'interpréter vous et de dire, comme dans le sous-produit, bah, c'est bon, je coche les cases. Là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous devez finalement respecter ce qui aura été prévu par l'arrêté ministériel ou le règlement. Je vous ai mis où vérifier. Moi, ce que j'ai fait, du coup, pour vous simplifier un peu la tâche, c'est que j'ai créé une page sur le site du cabinet où je liste tous les arrêtés de sortie de statut de déchet et tous les règlements et ceux qui sont aussi en cours de consultation. Et je l'actualise. Donc, comme ça, vous cliquez là-dessus, vous vérifiez rapidement s'il y a quelque chose qui ressemble un peu à la synergie qui est envisagée. Et puis, comme ça, c'est fait. Mais effectivement, il y en a très peu. Donc, de toute façon, dites-vous que statistiquement, si jamais c'est le cas, bah, c'est jackpot. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Sinon, vous seriez déjà au courant. Petit rappel, j'en profite pour vous dire ou vous rappeler que les fiches qu'on est en train de présenter ont été donc postées sur Cyclope il y a quelques jours, là en début de semaine. Donc, si vous voulez les retrouver. Donc, dans cette hypothèse où on n'a pas de sortie explicite du statut de déchet, donc on n'a pas les guidelines réglementaires à suivre pour mener la synergie, il y a une autre hypothèse qui a été ouverte, qui est prévue par la jurisprudence européenne et qui a été encadrée par la doctrine administrative du ministère, c'est la sortie implicite du statut de déchet. Là, ça concerne quoi comme hypothèse? Ça va concerner les synergies finalement où on va utiliser des déchets en substitution de matières premières dans un processus de production pour fabriquer. Donc, grosso modo, je ne sais pas, je vais utiliser… qu'est-ce que j'avais eu comme cas? J'avais eu, par exemple, certains types de résidus, mais qui avaient bien un statut de déchet, justement, de certains types d'installations ICPE, en substitution de certains types de plastique ou certains types de métaux pour fabriquer des haltères. Moi, j'ai eu un cas comme ça qui était assez sympa pour un gros fabricant de produits sportifs. Enfin, voilà, ça peut être divers et varié. Et donc là, pour le coup, souvent, il y a un peu de R&D derrière aussi dans la formulation. Donc, on est dans ces hypothèses-là. Et donc là, vous avez plusieurs conditions à respecter. J'ouvre un peu quand même le sujet, c'est que moi, je vous ai mis les conditions telles qu'elles sont fixées par l'administration française, sachant qu'il y en a pas mal, il y en a certaines qui sont un peu contestables parce qu'elles ne sont pas conformes à la jurisprudence européenne. Donc voilà, c'est simplement pour vous le dire, c'est comme ça que regarde l'administration française. Donc, je pense qu'il vaut mieux se référer à ça, comme ça on est sûr que s'il y a un contrôle, ils vont voir ce qu'ils ont envie de voir. Mais même si certaines, je vous dirais lesquelles, on peut ne pas on les remplissait pas, il y aurait moyen de contester juridiquement si jamais il y avait un souci avec l'administration. Alors les conditions, et justement c'est la première qui questionne un peu, il faut que l'installation dans laquelle va avoir lieu la synergie, c'est-à-dire l'installation dans laquelle on va fabriquer les nouveaux produits, on va utiliser les déchets, soit relève de la nomenclature ICPE. Donc, vous ne pouvez pas le faire dans un atelier artisanal ou voilà, une installation du coup qui présenterait moins de risques et d'inconvénients pour l'environnement. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut que l'intitulé de la rubrique comprennent les termes de production, de fabrication, de préparation d'élaboration, de transformation, ou des termes similaires liés à des activités de production. Donc, cette condition, en fait, c'est une condition franco-française en fait, qu'on avait créée pour la sortie explicite du statut de déchet parce qu'on s'était dit on veut que les inspecteurs ICPE puissent contrôler en fait, ce qui se passe au niveau des sorties du statut de déchet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser les sorties du statut de déchet que dans les installations ICPE et les installations IOTA aussi, voie sur l'eau. Donc, ça, c'était historiquement, sauf qu'en fait, ça, c'était une surtransposition de la directive déchets au niveau européen. Donc, au niveau européen, il n'y a pas besoin de passer par des ICPE. Toutes les installations sont éligibles. Donc, c'était un truc franco-français.
On a essayé de le faire sauter en 2018, justement. Ensuite, on a finalement fait sauter pendant la loi AGEC en 2020. Donc, dans le Code de l'environnement, pour les sorties explicites du statut de déchet, c'est plus obligatoire de passer par une ICPE. Donc, on peut faire des sorties du statut de déchet explicites dans plein de types d'installations, ou par exemple, ils en ont prévu pour les terres excavées, où il n'y a vraiment pas d'installation du tout. Bref, donc on peut prévoir les sorties de statut de déchet dans plein d'hypothèses. Mais la sortie implicite du statut de déchet, en fait, ça a été fait par un avis de 2016 qui, lui, n'est toujours pas révisé. Donc, la DGPR que j'avais vue justement aux rencontres UT il y a un an au moins, m'avait dit oui, on sait, c'est dans le pipe, vous inquiétez pas, on va faire évoluer ça, etc. Bon, pour l'instant, ils n'ont toujours pas fait évoluer, mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, il y a pas mal de synergies que j'ai accompagnées où il n'y avait pas d'installation ICPE et on le fait quand même parce que au niveau de la jurisprudence européenne qui prime sur la doctrine administrative du ministère, il n'y a pas besoin d'ICPE et on était dans le cadre d'installation de production. Donc, voilà, on considère que d'un point de vue… et à partir du moment où justement on respecte les autres conditions, là pour le coup, qui sont essentielles en termes de protection de l'environnement, d'enjeux sanitaires, de normes produits, etc., il n'y a pas d'impact, quoi. Donc ça, c'était pour la première condition, mais donc voilà, faut quand même l'avoir en tête que c'est une condition qui peut être regardée par l'administration. Donc, il faut que ce soit dans une ICPE dont l'intitulé comprend des termes liés aux activités de production. Et puis, si c'est des substances ou des mélanges de substances, il faut qu'ils soient similaires à la substance ou au mélange qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous fabriquez du rouge à lèvres, qui est un mélange de substances, je parle de vraiment le rouge, hein, pas le tube qui lui est un article. Enfin bref, on ne va pas entrer dans les sujets riches, mais en tout cas, si vous fabriquez du rouge à lèvres, il faut que le rouge à lèvres que vous avez fabriqué avec des matières qui avaient notamment, en utilisant certaines matières qui auraient un statut de déchet, il faut qu'il ait une composition similaire en termes de substances à s'il avait été produit justement avec des substances qui sont issues d'un processus classique. Donc, ça, c'est pareil, c'est une condition qui est française, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pour beaucoup de types de projets, où on a du mal à comprendre ce que ça veut dire similaire, parce que similaire, ça ne veut pas dire identique. Ça semble faire référence à une condition qui est prévue dans le règlement REACH, donc qui est un règlement sur les substances pour les produits, mais lui, pour le coup, qui parle de similitude, donc où il faut vraiment que ce soit exactement la même chose. Enfin bref, encore une fois, cette condition est un peu étrange. Mais ce qu'il faut se dire, c'est, grosso modo, il faut qu'à l'issue de votre processus de production, quand vous avez utilisé des substances qui sont issues de déchets, il faut qu'on arrive à quelque chose qui soit similaire à ce que vous auriez obtenu si vous restiez sur des matières premières classiques. Voilà le raisonnement qu'il faut avoir. Et après, la dernière obligation, et c'est surtout ça qui est important, c'est il faut que vos produits finis ou si l'installation, l'entreprise, elle fabrique surtout des produits intermédiaires, peu importe, en fait, les produits qui résultent du processus de production vont devoir respecter les règlements REACH et CLP avant que les produits soient mis sur le marché. Donc, c'est la réglementation substance qui est applicable à tous les produits. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et c'est un gros travail parce qu'encore une fois, je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui ont déjà suivi un processus pour reacher des substances, des articles ou des mélanges, mais c'est assez lourd et ça représente quand même un certain coût pour l'entreprise. En principe, de toute façon, qu'elle est obligée de faire. Hein, encore une fois, c'est une réglementation qui est applicable pour tous les produits, pour tout ce qu'on met sur le marché. Mais en tout cas, c'est cette démarche qu'il faudra impérativement prévoir. Et là, pour le coup, qu'il faudra faire de la manière la plus complète et la plus exhaustive possible. Donc, sur les outils, je vous ai listé aussi dans la fiche. Donc, pour vérifier, encore une fois, si vous pouvez être dans le cadre d'une sortie de statut de déchets explicite, je vous ai mis un lien avec la liste de tous les arrêtés et règlements qui sont publiés ou qui sont en cours de consultation. Et là, je vous ai mis un petit rappel, donc je relance sur la question de la DREAL. C'est important parce qu'effectivement, c'est un très mauvais réflexe dans les synergies EIT. Je vous ai mis la DREAL n'est pas un consultant ou un apporteur de solutions juridiques. Donc, il n'y a pas de procédure de rescrit à proprement parler qui est prévue
Donc, les rescrits, en fait, il y en a beaucoup en matière de fiscalité et maintenant, il y en a dans d'autres domaines aussi. C'est quand on va interroger l'administration sur l'interprétation de la loi par rapport à une situation particulière pour valider avec elle et ensuite se dire on est OK. Donc, on le fait souvent au niveau fiscal pour leur dire voilà, nous, on interprète comme ça. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut déclarer comme ça? Il n'y en a pas pour l'ADREAL en matière environnementale. Donc, l'ADREAL, en fait, ils n'ont pas de ressources et ils n'ont pas de process pour délivrer des rescrits ou pour faire ce genre de consultation. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas vous retourner systématiquement vers l'ADREAL en amont des synergies pour leur dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il en est, etc. Donc, si jamais vous êtes dans un cas où avec cette fiche et avec ces informations, vraiment pour vous, c'est pas clair du tout, vous savez pas comment faire, etc. Faites un audit juridique avec un juriste, avec un avocat, enfin saisissez un conseil quoi, qui va lui engager sa responsabilité en plus sur son interprétation des textes. Donc s'il y a un problème, ce sera contre lui qu'il faudra se retourner et pas contre l'administration. Et si jamais au terme de cet audit, effectivement, il y a des sujets déchets, là, et des démarches à faire auprès de l'ADREAL, donc par exemple des démarches ICPE, des obligations déclaratives, peu importe. S'il y a besoin, et ben, là, vous prenez attache avec les services de l'ADREAL. Et ça peut être l'occasion, de toute façon, que eux vous confortent dans ce que vous avez prévu. Mais encore une fois, si vous êtes dans le premier cas où vous êtes sur de éviter le statut de déchet, ou alors, par exemple, si vous êtes dans le cas d'une sortie de statut de déchet implicite, ne validez pas le principe de la sortie de statut de déchet implicite avec la DREAL. Simplement, la sortie de statut de déchet implicite, et c'est là où je reviens sur la question de tout à l'heure, dans le cadre d'une sortie de statut de déchet implicite, on va recevoir sur le site des matières qui ont bel et bien un statut de déchet avant qu'elles soient utilisées dans le processus de production. Donc, effectivement, généralement, l'entreposage de ces matières sur le site de production donne lieu à une déclaration ICPE au titre de la rubrique 27, je crois que souvent c'est la 27-16 si vous êtes sur de l'inerte ou du non dangereux. Donc, effectivement, dans ce cas-là, de toute façon, vous avez une déclaration à faire. Mais j'ai envie de vous dire, faites cette déclaration, n'allez pas consulter l'ADREAL pour leur dire, alors voilà, en fait, on a prévu une sortie de statut de déchet implicite, donc voilà ce qu'on va faire, etc., etc. C'est pas à eux de contrôler ça, en fait. C'est si jamais ensuite vous avez un contrôle ICPE, ils pourront vous poser des questions. Ah bah, on a vu que vous avez une 2716, donc on vient voir comment ça fonctionne. Ah bah, vous l'utilisez dans un processus de production. Bah, du coup, dans quel cadre? Et là, vous leur montrez soit votre note juridique d'avocat, soit la note que vous avez fait en interne. Donc, vous expliquez votre processus, vous expliquez que vous remplissez toutes les conditions, vous leur montrez comment les produits à terme respectent REACH, etc., etc. Donc, voilà, vraiment, le réflexe DREAL, il est pas bon. Enfin, je veux dire, encore une fois, le réflexe DREAL, c'est pas quand on a besoin que quelqu'un nous explique ou nous fasse un audit pour nous dire ce qu'on doit respecter. Ils ne sont pas là pour ça, encore une fois. Si vous avez besoin de prendre attache avec leur service parce qu'au terme de l'audit juridique, il y a des choses à faire, simplement prenez attache avec eux pour faire les choses. Voilà. C'est important encore une fois parce que en toute transparence, ce qui se passe généralement, c'est qu'en fonction des DREAL, ils sont pas toujours armés et ils sont pas toujours experts sur ces sujets. Et donc parfois, en fait, ils vont vous répondre automatiquement pour éviter tout risque et parce que c'est ce qu'ils connaissent le plus. Non, 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 bah ça c'est du statut de déchet, donc soit vous pouvez pas le faire, soit il faut faire des ICPE, soit etc. Voilà, donc ils vont pas forcément tout connaître et avoir les bons réflexes. Et parfois, ça va être un frein que vraiment un levier qui permet de faire progresser le cadrage de la synergie. Et le dernier point que je citais, voilà, bien établir du coup avec les entreprises, si vous êtes dans le cadre d'une sortie du statut de déchet, bien établir toutes les contraintes qui sont liées au statut de déchet jusqu'à la sortie du statut de déchet. Donc, bien rappeler les questions de registre de suivi des déchets par les deux entreprises, les déclarations ICPE pour le site qui réceptionne les déchets. Et puis, si vous avez aussi, n'oubliez pas de faire le contrat de cession de déchets. Ça, on y reviendra sur le deuxième volet, donc sur la contractualisation. Mais pareil, bien prévoir ce contrat et dedans prévoir notamment, je vous mettais une obligation de reporting pour que l'entreprise qui a cédé du coup des déchets pour qu'il fasse l'objet d'une valorisation dans le cadre d'une sortie de statut de déchets
et bien un retour de l'entreprise qui lui dit tous les ans, bah voilà, les déchets que vous nous avez cédés, on les a valorisés, tant de tonnage, on a commercialisé tant de produits, etc. C'est une bonne manière de garantir que l'entreprise qui a cédé les déchets ne verra pas sa responsabilité engagée parce qu'ils ont été correctement valorisés comme c'était prévu, et ça permet de bien établir la chaîne de traçabilité. Donc, là, on arrive au stade où vous n'avez pas réussi à éviter le statut de déchet et où il n'y a pas de sortie de statut de déchet qui est possible pour vous, ni explicite, ni implicite, vous ne remplissez pas les conditions, ça ne matche pas. Dans ce cas-là, il reste une dernière solution qui, bien sûr, n'est pas la plus simple et en fonction des synergies, parfois c'est simple, parfois c'est plus compliqué. Vous pouvez envisager une valorisation sous statut de déchet. Donc, en gros, l'idée, c'est ce que je vous mets dans la fiche, c'est de ne pas renoncer à une synergie qui peut être intéressante tout en conservant un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement. Mais voilà, on est dans un cadre déjà qui peut être beaucoup plus compliqué, où ça concerne des synergies, ça peut rapidement être plus restreint. Je vous ai mis la définition de la valorisation. Donc, c'est une opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets sont préparés pour être utilisés à cette fin. Donc, je vous ai mis, donc encore une fois, les définitions à chaque fois, on s'y perd. Donc, je vous ai mis plus précisément les conditions qu'il faut remplir pour faire de la valo. En pratique, il y a deux conditions. Donc, la première, c'est il faut que le porteur du projet soit en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la nature des déchets utilisés. Donc, ça veut dire que l'entreprise, grosso modo, pour résumer, l'entreprise qui va utiliser les déchets, les valoriser, doit être à même de justifier de la nature de ces déchets. Donc, concrètement, il faut qu'ils soient caractérisés, donc soit inertes, non dangereux ou dangereux. Il faut déterminer aussi le code déchets. Et puis, généralement, il faut aller un peu plus loin. Il faut même fixer un cahier des charges pour toutes les spécifications utiles sur la composition, les valeurs limites de certains polluants, etc., au regard de la valorisation que l'entreprise veut faire de ces déchets. Donc ça, il faut bien garder ça sous la main. Et puis, la deuxième condition, c'est qu'il faut que les déchets soient utilisés dans un but de valorisation et pas d'élimination. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petits malins, et on donne le cas des terres excavées parce que c'est un cas assez simple, où finalement, en fait, on n'a pas vraiment besoin de remblais, mais on se dit qu'on va faire des remblais parce que l'entreprise est prête à nous payer pour pour qu'on récupère justement ces terres excavées. Donc, comment on fait pour savoir si on est bien dans de la valorisation et que ce n'est pas de l'élimination déguisée? D'abord, il faut vérifier la fonction utile de l'opération. Donc, il faut bien qu'il y ait une substitution de ressources naturelles dans l'économie. Concrètement, ce qu'on va regarder, par exemple, dans l'exemple que je vous donnais, c'est on va regarder si la matière est vendue ou si c'est l'entreprise qui s'en débarrasse qui paye. Déjà, ça permet de voir un petit peu à qui profite le crime, à qui profite la synergie, j'ai envie de dire. Donc, bien sûr, si la matière est achetée par l'entreprise, déjà, on présume qu'il y a une vraie fonction utile et qu'elle avait un vrai besoin du coup de cette matière. En revanche, si c'est votre entreprise, on se pose déjà plus de questions. Et puis, on va regarder aussi, et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le caractère approprié des déchets pour l'opération qui est envisagée. Donc là, il faudra vraiment démontrer que les matières qui sont utilisées et qui ont un statut de déchet ont les bonnes propriétés, et notamment qu'il y a vraiment une preuve d'innocuité environnementale et qu'elles sont tout à fait appropriées pour la valorisation qui est envisagée. Donc ça, il y a pas mal de manières de le démontrer. Et encore une fois, en fonction de la sensibilité de la synergie, il faut aller plus ou moins loin. Généralement, moi, ce que je vois, c'est que ce qui peut être pas mal, c'est vraiment de passer par des labos qui font de la caractérisation et qui font des tests. Comme ça, si jamais il y a des contrôles de l'administration, vous pouvez vraiment démontrer que vous avez une étude d'impact. C'est pas stricto sensu une étude d'impact. Vous avez une étude de caractérisation et qui permet de démontrer l'innocuité environnementale. Donc ça, vous avez quelques labos qui le font. Donc ensuite, si ces deux conditions sont remplies, il n'y a pas d'autorisation ou de déclaration spécifique qui sont obligatoires pour faire de la valorisation. Encore une fois, ça c'est pareil, il ne faut pas se demander, rechercher valorisation, est-ce que je dois faire une déclaration, etc. Il n'y en a pas, mais encore une fois, il y a des contrôles a posteriori. Donc n'importe quand, l'administration, encore une fois, peut venir et vous demander de justifier que vous respectez bien ces deux conditions.
En revanche, il y a aussi autre chose, c'est que l'utilisation de ces déchets peut induire un classement en ICPE. Donc ça, c'est pareil, il faut regarder au cas par cas en fonction de la valorisation, parce que là, pour le coup, ça va être vraiment du cas par cas. Parce que s'il y a une rubrique ICPE qui match et le site finalement qui va valoriser va potentiellement devoir faire évoluer ses rubriques ou se retrouver soumis à ICPE. Et un autre point, et le dernier point qui est quand même assez important, c'est le principe, c'est que quand on fait de la valo, ça ne permet pas de mettre sur le marché les déchets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à l'hypothèse de la sortie implicite du statut déchet, où je vais utiliser des déchets en substitution de matières premières et à la sortie de mon processus de production, je vais pouvoir commercialiser, par exemple, mon exemple des haltères, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans la sortie implicite du statut déchet et que vous faites ça dans le cadre de la valorisation, vous ne pouvez pas mettre sur le marché des produits qui contiennent des déchets. Vous êtes bloqué. Il y a des exceptions à ça. C'est finalement quand les substances ou les mélanges qui sont valorisés sont encadrés par une norme produit ou un texte réglementaire ou un guide. Donc, je vous ai mis des exemples. Par exemple, une norme produit, vous avez par exemple le béton recyclé, par exemple, le béton qui a le droit de contenir un certain pourcentage de granulats recyclés qui ont un statut de déchet. Bon, finalement, du coup, le béton qui est conforme à cette norme produit, il peut être commercialisé, il n'y a pas de souci. Après, vous avez l'exemple aussi de la valorisation agricole des boues d'épuration. Vous avez un texte qui fixe des seuils et à partir du moment où vos boues respectent ces seuils, vous pouvez les commercialiser pour qu'elles soient comme des produits, pour qu'elles soient utilisées derrière. Et puis, l'autre exemple que je vous ai mis aussi, c'est la valorisation des mâchefers en technique routière. Vous avez des guides, CEREMA, mais maintenant je crois que c'est plus CEREMA, qui vont du coup, pareil, encadrer les caractéristiques, la caractérisation, etc. de cet usage. Ça, vous pouvez ensuite les commercialiser pour qu'ils soient valorisés dans ce cadre-là. Mais hormis les cadres où justement, les cas dans lesquels il y a un cadre, on ne peut pas. Donc, c'est quand même un frein. Donc, grosso modo, et souvent, les hypothèses de valorisation, ça va être des hypothèses où on va utiliser la matière, soit justement dans des travaux d'aménagement, soit où on va le consommer dans un processus énergétique. Voilà. Ça va varier, mais c'est quand même un gros frein de se retrouver dans ce dernier cas où vous êtes obligé de faire de la valorisation sous statut de déchet. Et donc, dans la dernière slide, je vous ai listé les outils pour que vous puissiez vérifier s'il y a des normes qui existent. Je vous ai bien remis attention, faites réaliser des tests et des études préalables pour garantir l'absence d'impact sanitaire et environnemental de la synergie. Établissez, là encore, n'oubliez pas, là, comme on est dans le statut de déchet, établissez bien toutes les contraintes qui vont être liées à ce statut de déchet jusqu'à la valorisation finale. Donc, pareil, les registres de suivi, les déclarations ICPE pour le site qui réceptionne les déchets, etc. Et je vous ai mis aussi un autre tips. C'est il y a des cas dans lesquels on peut un peu squeezer le problème de la commercialisation en ne les mettant pas sur les marchés, mais en faisant une prestation de service. Donc ça, je vous donne un exemple parce que sinon, c'est peut-être pas très clair. En gros, un cas dans lequel on utilise des matières qui ont un statut de déchet comme média filtrant. Et en fait, on va, au lieu de vendre, de commercialiser ce média filtrant, ce qu'on ne peut pas faire parce qu'il a toujours un statut de déchet et qu'on est dans un cas où on ne peut pas en sortir en l'état, en fait, on va faire une prestation de service où on va proposer aux entreprises qui ont besoin de ce média filtrant de leur mettre à disposition, de leur installer et en fait de récupérer, de venir collecter le média filtrant à la fin et de gérer la phase d'élimination, etc. Et dans cette hypothèse, du coup, on reste détenteur des déchets, on reste l'opérateur de valorisation et on gère en fait tout le déchet, on en reste responsable et on vient le chercher à la fin et donc on ne commercialise pas des produits. Donc ça peut être une bonne solution aussi pour certaines entreprises. Dans un premier temps, en tout cas, c'est de ne pas vendre les matières, c'est de faire un contrat de prestation de service où l'entreprise en fait cale les déchets qui sont utilisés dans la synergie, en reste propriétaire et passe un contrat de prestation de service, les met à disposition de l'entreprise et les récupère à la fin pour les gérer. Donc, c'est une forme d'économie de la fonctionnalité appliquée dans une synergie industrielle. Voilà. C'est magnifique. Win-win-win. Ah là là, c'est l'économie circulaire sur plusieurs piliers. Formidable. Donc, effectivement, ça reste une lueur d'espoir pour la valo.
Et du coup, je vous ai mis, on a fait un petit arbre de décision. Alors, je vais voir si je peux zoomer pour vous montrer. Mais en gros, l'idée, c'est refaire le cheminement qu'on vient de faire ensemble, mais simplement pour que vous puissiez le faire vous et que vous sachiez ce que vous devez dire à l'entreprise à chaque étape. Donc voilà, est-ce que la matière concerne est un réduit de processus de production? Oui, non. Donc là, on est sur toute la première étape que vous pouvez éviter. Donc vous voyez, à la fin, à chaque fois, je vous dis, par exemple, Go, les synergies les moins risquées, il est plus simple à mettre en œuvre. Go, conseil, solliciter un cabinet d'avocat qui vérifiera. Par exemple, pour le sous-produit, c'est ce que je vous ai mis sur quand est-ce que c'est utile potentiellement de débloquer un petit budget. Par exemple, sur la question du sous-produit, moi, j'en fais beaucoup des petites notes sur la question du sous-produit parce que ça permet justement qu'en cas de contrôle, notamment, par exemple, si c'est des synergies transfrontières ou, par exemple, vous êtes aussi avec des entreprises qui sont de l'autre côté du territoire, il peut y avoir des questions au niveau des douanes sur le statut des matières. Et donc ça, c'est pareil d'avoir une petite note sur le fait qu'on respecte bien les conditions du sous-produit, parce que là, dans la fiche, bien sûr, je ne vous ai pas mis toute la jurisprudence sur toutes les conditions, etc., etc. C'est quand même une version simplifiée. Donc, ça peut être intéressant pour l'entreprise de financer cette note. Et très concrètement, ça ne va pas revenir très cher. Hein. Je pense que ça revient à 2 000 euros ou 1 500 euros de faire une petite note d'un cabinet d'avocats pour valider justement que toutes les conditions sont remplies, etc. Et ça permet en cas de contrôle justement de justifier parce que, encore une fois, bon courage pour expliquer à la douane ce qu'est un sous-produit. J'ai eu pas mal de cas où c'est un problème qui se pose. Donc voilà, pour les sous-produits, ça peut être intéressant. Ensuite, du coup, c'est la deuxième étape. Si on n'a pas réussi à éviter une sortie de statut de déchet, on se pose la question, est-ce qu'on peut sortir du statut de déchet? Donc ça, c'est pareil. Pour la sortie implicite du statut de déchet, c'est l'autre cas dans lequel, au lieu de poser la question à Adréal, je vous conseille plutôt de solliciter un cabinet d'avocats qui vous fasse la note et qui engage sa responsabilité dessus, et notamment qui apporte les nuances sur la validité des conditions, etc., etc. Je pense que c'est pareil, c'est comme pour le sous-produit en fait. C'est mieux de faire valider, d'externaliser la responsabilité. Enfin, surtout vous, je vous conseille de ne pas engager votre responsabilité sur ce genre de questions. Et puis, donc là, c'est pareil. C'est histoire de faire une petite consultation, une note pour vérifier si les conditions sont remplies, essayer de faire matcher finalement la synergie avec le cadre réglementaire. Et puis voilà, donc si on n'y arrive pas, on se retrouve sur la fameuse dernière étape. On essaye de faire une VAO sous statut de déchet. Et c'est pareil, je vous ai mis les conditions. Je vous ai mis le cas dans lequel je vous conseille de mandater un bureau d'études techniques spécialisé, un cabinet d'avocats pour étudier la faisabilité de la synergie. Donc là encore, c'est pour ça que je vous dis la valorisation, c'est quand on en arrive là, souvent, c'est là où il faut qu'il y ait un intérêt quand même important de la synergie parce que il faut plus investir pour la mener à bien, contrairement aux deux premières où globalement, la plupart du temps, vous pouvez le faire même sans note de cabinet d'avocat et sans bureau d'études techniques, vous pouvez tout à fait les mener à bien. Et on nous demande, c'est combien la petite note SSD? Je pense que c'est pareil, c'est 1 500, 2 000 euros. C'est juste histoire de travailler un peu sur le process et puis de vérifier les conditions et après de faire une note signée qui puisse être mise à disposition de l'entreprise en cas de contrôle, quoi. Voilà, et puis après, bien sûr, on arrive toujours au dernier extrême où vous verrez, il y a quand même un cas dans lequel malheureusement, il y a un no-go et puis il faut essayer de trouver des solutions, mais souvent, c'est des synergies qui sont sur lesquelles il faut pas forcément s'acharner. On est au bout du premier thème, c'est ça, Elisabeth? Écoutez, on vous propose d'ouvrir vos caméras, vos micros, si vous voulez poser des questions complémentaires. Et avant qu'on passe au deuxième thème sur les contractualisations. En tout cas, je pense que ça a plu. Moi, j'en ai une question. Est-ce qu'il y a des avocats assez nombreux sur ces sujets-là? Non. Alors, grosso modo, il y a moi. Il y a un autre cabinet à Paris, là où j'ai été formée, où je pense qu'ils le font bien aussi, c'est Henkel Avocat.
Donc, grosso modo, il y a SCOV, il y a Enkel. Après, vous en avez d'autres qui font du droit de l'environnement qui sont susceptibles de le faire. Mais les notes que j'ai vues, grosso modo, elles étaient plus chères et elles étaient moins bonnes. Enfin, elles étaient plus axées, on ne cherche pas des solutions, quoi. On regarde vite fait et on dit non, ça ne va pas le faire. Donc, c'est pas, je ne vous conseillerais pas, quoi. D'accord. Donc, il n'y a quand même pas pléthore de spécialistes, quoi. Ah non, ça c'est sûr, c'est la niche. Bah, après, même dans les réseaux EIT, au final, il y a un peu que moi qui intervient à chaque fois. C'est sûr que c'est des sujets un peu, pour l'instant, quand même, de niche, quoi. Parce que c'est vrai que les cabinets en droit de l'environnement, surtout les plus anciens, souvent, enfin, c'est pas des sujets sur lesquels ils travaillent énormément parce qu'ils vont plus travailler sur des sujets classiques, du contentieux ICPE classique, du cité sol pollué, voilà. Ouais. Donc, Ouais, après, d'accord. je pense qu'il y en a, les anciens, si vous les consultez, ils peuvent vous le faire, hein. C'est plus qu'encore une fois, dans la mesure où ils n'en font pas énormément, souvent, bah, ça va être plus cher parce qu'ils vont passer plus de temps à travailler dessus pour faire des recherches. Et puis, voilà, ils n'ont pas toujours l'approche. Enfin, c'est une question d'approche aussi. Il y a pas mal de notes que j'ai vues où on cherchait pas trop des solutions, quoi. Donc, si c'est pour payer 2000 balles pour qu'on vous dise, on regarde juste un truc et on vous dise, bah, j'ai juste regardé la SSD implicite et ça va pas être possible, plutôt que d'essayer de dire, bah, si on fait comme si, qu'on contractualise avec machin, que vous faites un partenariat, bah, peut-être qu'on peut passer sur du sous-produit, donc ça marcherait. Enfin, c'est un peu ça qui est intéressant quand même, c'est d'essayer de faire une note au-delà de la question de la compliance, c'est de trouver une note qui vous donne une solution, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu frustrant d'un point de vue environnemental. Ok, merci. Okay. Bon, c'est très complet, hein. Merci beaucoup. J'espère en tout cas, le but, c'est surtout que vous n'ayez pas forcément besoin justement de recourir à des cabinets d'avocats. Et il y a de nombreuses synergies, moi, que je vois sur lesquelles on m'interroge dans le cadre des webinaires où je dis, mais allez-y, enfin, vraiment, il y a beaucoup de synergies où on évite le statut de déchet. Donc, c'est bien d'avoir la bonne qualification, de dire, bah là, c'est de la prévention, là, c'est du réemploi ou là, c'est du sous-produit. Comme ça, on est capable juridiquement d'expliquer pourquoi on n'est pas dans le statut de déchet. Mais c'est vraiment des synergies où enfin, vous pouvez y aller, vraiment pas besoin de faire valider, il n'y a pas de risque. Il y avait, tout à l'heure, il y avait Olivier Aspe qui, alors je ne suis pas sûre que c'était une question, il rebondissait en parlant du numéro 1530 ou 1532 pour bois, papier, carton. Je ne sais pas si ça mérite précision d'une question derrière ou si c'était une simple information, remarque. Si Olivier veut bien préciser. Et sinon, en attendant, je vous invite, si vous avez justement des projets concrets, là, des pistes de synergie que vous avez dans vos démarches, qui sont même en simple gestation ou en réflexion, bah, ça peut être le moment justement de poser une question à Elisabeth sur un projet concret. On a perdu Olivier. Ouais. Il a profité de la pause pour boire un café. Bon, sinon, on va tranquillement embrayer sur la suite, hein. On va profiter que c'est vendredi matin, tout le monde est en super bonne forme. Non, je pense que je vais vous achever cérébralement. J'avoue que c'est hyper dense, hein, je suis désolée, mais comme ça, au moins, vous avez tout et après, vous êtes tranquille. Donc, le deuxième sujet, c'était sur comment contractualiser une synergie. Donc, malheureusement, vivre, c'est choisir et choisir, c'est renoncer. Donc, on ne peut pas traiter tous les types de contrats qu'il faudrait passer en fonction des types de synergie. Notamment, on a exclu les contrats de fourniture d'utilité. On a exclu aussi tout ce qui est mutualisation. Donc, par exemple, comment les différents types de contrats pour partager les locaux, les différents types de contractualisation pour passer des commandes fournisseurs ensemble. Voilà, on peut pas tout faire. Donc, on a choisi deux types de contractualisation. La première qui répond un peu à ce qu'on vient de voir, donc tout ce qui est cession de matières, d'objets ou d'équipements entre entreprises. Et puis la deuxième qui est sur les mises à disposition, donc là, soit du prêt, soit de la location d'équipements, de véhicules, de matériel, voilà. Dans la fiche, je vous ai mis du coup simplement un petit focus sur quand contractualiser, parce que c'est pas utile de se dire il faut à chaque fois qu'on prépare des contrats qui sont longs, qui sont complexes, ou il faut qu'on débloque un budget pour faire rédiger un contrat. Voilà. Donc notamment quand il n'y a pas de contrepartie financière qui est en jeu,
ou quand il n'y a pas d'impact, enfin de risque particulier d'un point de vue environnemental ou sanitaire, c'est pas indispensable de prévoir des contrats en bonne et due forme. Vous pouvez faire des attestations de dons, par exemple, quand c'est du don de matériel ou des choses comme ça, ou un bordereau de traçabilité quand c'est du déchet. Encore une fois, si c'est gratuit et qu'il n'y a pas de sensibilité environnementale particulière, on n'est pas obligé de rédiger à chaque fois des contrats. Voilà. Donc, j'insiste sur ce point parce que il ne faut pas, encore une fois, que cette question de contractualisation, ce soit un frein pour les entreprises. En revanche, l'objet de la contractualisation, c'est que ce soit un levier et ça permet de sécuriser et donc ça permet de rassurer, etc. etc. Donc, je vous ai mis aussi à garder en tête, bien sûr, la contractualisation, c'est comme le diagnostic médical. Chaque synergie est différente. Chaque contractualisation est différente. Les entreprises ne sont pas les mêmes, les sites ne sont pas les mêmes, les matières ne sont pas les mêmes. La temporalité aussi de la synergie n'est pas la même. Donc, il y aura des points de vigilance toujours différents. Donc, encore une fois, l'objectif de cette fiche, c'est pas de vous proposer des formules magiques, c'est de vous proposer des méthodes et des outils pour sélectionner les bons outils de contractualisation à sélectionner, le degré de contractualisation à mettre en place. Donc, le premier volet, c'est sûr, qui rejoint pas mal la première fiche, c'est du coup, on a établi, on a géré le statut de déchets, etc. Comment on fait pour céder, donc soit donner, soit vendre du matériel, des matières, des objets, etc., etc. Dans ce cas-là, en termes de contractualisation, ce que je vous conseille de faire, c'est de raisonner pareil en 3 étapes. D'abord, gérer le statut de déchet, bien sûr, donc ça, vous pouvez le faire avec la première fiche. Ensuite, vérifier le code du travail, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, seulement, on rédige le contrat. Donc, pas la charrue avant les bœufs, tout ça. On fait les choses bien dans l'ordre et ça va bien se passer. À retenir, grosso modo, quand les entreprises, justement, veulent se céder des matières, des équipements, etc., concrètement, il y a 2 options juridiques assez simples. Il y a le faire gratuitement. Et dans ce cas-là, donc c'est un contrat à titre gratuit. Ou alors, on va le faire contre de l'argent parce qu'il y a une valeur économique dans cette synergie-là. Et du coup, dans ce cas-là, on est dans de la vente. Le vrai sujet, c'est de vous, schématiquement, rappelez-vous, simplement, quand on donne, il y a très peu de garantie. Il y a pas de garantie et il y a très peu de responsabilité. Donc, s'il n'y a pas de vrais enjeux économiques sur ce qui est cédé, etc., si on veut juridiquement y aller de manière légère, faut donner gratuitement. En tout cas, au niveau expérimental, juridiquement, du coup, il y a pas besoin de prévoir notamment un contrat très élaboré. Encore une fois, une petite attestation de don, ça peut suffire. En revanche, quand il y a de l'argent en contrepartie, tout de suite, on est dans de la vente et il y a des garanties. Et il y a pas mal de responsabilités et les risques sont beaucoup plus importants juridiquement et la rédaction d'un contrat est vraiment indispensable. Donc, encore une fois, ça, c'est ce que vous pouvez retenir et c'est pour ça que je vous l'ai mis dès le début. Il y a ces 2 options juridiques. Il y en a une que je vous ai mis en vert, les risques sont assez faibles, etc. Et il y en a une que je vous l'ai mis en orange-rouge, les risques sont importants juridiquement. Donc, voilà, ça va impliquer de beaucoup plus investir potentiellement de temps pour rédiger ce fameux contrat. Donc, bien sûr, la première étape, gérer le statut de déchet. Je vous ai simplement rappelé un texte du Code de l'environnement qui est important. C'est pas parce qu'on cède, c'est pas parce qu'on fait une attestation de don ou parce qu'on fait un contrat de vente qu'il n'y a pas de statut de déchet. Donc ça, c'est bien rappelé par le Code de l'environnement. Donc, ne vous dites pas parce que telle entreprise, elle va vendre telle matière qui sort de son site. C'est bon, en fait, c'est pas du statut de déchet. L'autre, elle l'achète. Donc, il n'y a pas de statut de déchet. Non, ça n'a rien à voir. Pareil, faux indice. Donc, je vous renvoie à la fiche pour vérifier si l'entreprise va céder des déchets ou non. Et je vous ai mis quand même effectivement que le plus simple, notamment, c'est bien sûr de privilégier le don d'objets, de biens d'occasion en vue de leur réemploi ou dans le cadre de la prévention des déchets. Ça, c'est des opérations qui sont extrêmement simples et on ne se pose pas de questions. Et que si le but, c'est de donner des matières, des substances ou des mélanges, il faut vraiment que l'entreprise soit sûre que ça va être utilisé sans risque pour l'environnement et la santé. Donc là, il y a déjà plus de
sensibilité sur ce type de questions. Mais en tout cas, voilà, l'étape 1, je ne reviens pas plus en détail parce qu'on vient de le voir. Donc, il ne faut pas squeezer cette étape parce qu'on va donner, on va vendre. La deuxième étape, et qui est importante et qu'il ne faut pas squeezer, c'est qu'il faut vérifier le code du travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vente et le don de certains types d'équipements de travail, de moyens de protection, certains engins agricoles, etc., va être encadrée ou interdite par le code du travail. Donc, je vous ai mis les articles à vérifier et je vous ai mis aussi une fiche pratique qui est pas mal, qui a été faite il y a quand même quelques années, mais qui est toujours valable pour vérifier justement quand on veut donner ou vendre des équipements d'occasion qui rentrent dans le code du travail, ce qu'il faut faire et ce à quoi il faut être vigilant. Parfois, il y a des certificats à établir. Donc, en tout cas, et parfois, encore une fois, il y a des choses qui sont interdites. C'est assez logique. C'est par exemple tous les moyens de protection, les équipements de protection individuelle, etc., d'occasion. La plupart, c'est interdit, etc. C'est assez logique, hein, vous verrez, mais les listes sont quand même très denses. Donc, voilà, je vous ai mis les articles. Simplement, il faut y penser, faire ce petit check avant de donner que soit il y a des règles à respecter, soit carrément, c'est pas possible. Et donc, une fois qu'on a fait ces deux choses, on peut rédiger le contrat. Donc là, deux options. Soit vous cédez des biens ou des matières qui n'ont pas le statut de déchet, soit vous cédez des biens ou des matières qui ont le statut de déchet. Donc, si jamais il n'y a pas de statut de déchet, je vous ai rappelé simplement si c'est de la vente ou de l'échange. Donc, l'échange, c'est quand vous allez échanger un bien contre un autre. Le niveau de garantie il va être élevé. Donc, je vous ai remis les garanties dont l'entreprise qui vend va être tenue et qui, encore une fois, sont importantes. Donc là, il est indispensable de les aménager et de vérifier que le contrat est bien rédigé. Donc, par exemple, vous avez une obligation de délivrance conforme. Donc ça, il faut bien prévoir qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que l'entreprise qui vend quelque chose à l'autre entreprise, quelque chose en question soit conforme à ce qu'elle a promis. Donc, par exemple, si vous vendez des biens d'occasion, il faut bien que ce soit spécifié que c'est des biens d'occasion. Si vous vendez des matériaux issus de la déconstruction, il faut bien que vous précisiez qu'il va y avoir une dépose sélective des éléments et que les éléments, forcément, ils peuvent être abîmés dans la dépose et potentiellement, ils ne seront pas réemployables pour certains. Donc, tout ça, il faut bien le préciser parce que sinon, forcément, l'entreprise, quand vous avez lui livré certaines machines, etc., et qu'elle va dire « Ah, mais ça ne fonctionne pas bien, ça, c'est abîmé, non. » Si vous l'avez prévu et si vous l'avez annoncé, vous êtes bon. Mais si vous ne l'avez pas prévu, effectivement, on considère que potentiellement, elle peut derrière contester la vente, demander une réduction du prix, etc. Enfin bref, ça peut devenir tout un truc parce que justement, vous n'avez pas bien caractérisé contractuellement ce que vous alliez délivrer. Ensuite, il y a la garantie des vices cachés. Donc ça, c'est le gros sujet un peu touchy. Donc évidemment, les entreprises, elles peuvent l'exclure quand elles sont entre professionnels de la même spécialité. Donc ça, il faut vérifier encore une fois qu'on peut valablement l'exclure. Il ne faut pas oublier de l'exclure contractuellement, sinon ça s'applique. Après, il y a la question de la garantie des produits défectueux. Donc ça, en principe, ça va peser sur le fabricant de la machine ou du meuble, etc., que l'entreprise va céder. Mais attention, si l'entreprise qui achète peut aussi se retourner contre le vendeur professionnel. Donc, bien sûr, il y aura un débat de savoir si l'entreprise est un vendeur professionnel, mais dans le doute, ce que je vous conseille, ce qui est conseillé de faire, c'est justement de bien indiquer le fabricant de ce que l'entreprise va vendre à l'autre entreprise. Comme ça, si jamais il y a vraiment un défaut de sécurité, l'entreprise pourra aller directement rechercher le fabricant et il n'y aura pas d'embrouille entre les deux entreprises qui sont impliquées dans la synergie. Et puis, vous pouvez aussi prévoir certaines exclusions, c'est assez restreint, mais si la machine ou les équipements qui sont donnés sont utilisés par l'autre entreprise dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui généralement est le cas, vous pouvez exclure aussi la garantie des produits défectueux dans ce cadre. Donc voilà, de toute façon, vous verrez tout ça dans la fiche. Donc c'est simplement, encore une fois, c'est un peu une to-do cette fiche. Donc le but, c'est que vous vérifiez que dans le contrat, il y a tout ça. Et puis après, je vous ai mis aussi sur l'organisation du transfert des risques. Souvent, c'est une question qui revient. Quand est-ce que je transfère les risques, etc. Normalement, vous transférez les risques
au moment où vous transférez la propriété et c'est en principe au moment où vous vous mettez d'accord sur la chose et le prix. Donc, au moment où les entreprises, normalement, elles signent le contrat en disant OK, ben moi, j'achète ta machine, etc. Là, à ce moment-là, normalement, tous les risques sont transférés sur l'entreprise qui achète. Mais ce qu'on fait, c'est que souvent, on transfère le risque plutôt au moment où on remet la chose à l'autre entreprise. C'est-à-dire que quand on va lui livrer la machine, là, on transfère tous les risques et à partir de ce moment-là, l'autre entreprise, elle en fait son affaire. Encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez négocier, que vous pouvez prévoir contractuellement au moment où ça vous arrange. Donc, ça peut être au moment de la livraison, mais ça peut être au moment du paiement. Enfin, bref, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et je vous ai mis aussi simplement, si jamais vous avez des sessions, c'est une entreprise finalement qui va vendre régulièrement des matières, par exemple, à une autre entreprise. Vous pouvez tout à fait prévoir un contrat de fourniture avec un cahier des charges et signer simplement des bons de livraison à chaque fois que on livre les matières sur le site de votre entreprise. On n'est pas obligé, encore une fois, de faire des contrats à chaque fois. Donc ça, c'est pareil, je vous l'ai mis, on peut s'arranger. Sur la question du don, je vous ai remis, voilà, vous pouvez faire des attestations de dons co-signées. Ce n'est pas utile de faire des conventions de dons de 3 pages, tout ça parce qu'on se donne 3 chaises. Je résume, mais même si on se donne pas 3 chaises, le don, encore une fois, il n'y a pas de garantie dont serait tenue l'entreprise qui va donner les matières ou donner les équipements. Donc, dans ce cas-là, une attestation de don où on voit bien qui sont les deux entreprises, qui est signée valablement par les deux entreprises, qui identifie les biens ou les matières, etc., qui sont cédés, et puis qui acte la date de remise, ça peut tout à fait suffire en termes de traçabilité, en termes de transfert de propriété, etc. Si jamais vous voulez faire une convention un peu plus longue, je vous ai listé dans la fiche tout ce que je vous conseille de mettre dedans. Mais encore une fois, je ne plaide pas pour faire des conventions très importantes systématiquement. On a une question de Véronique, à savoir, peut-on avoir un exemple de clause d'exclusion? Oui, on peut ajouter ça. Hein. Après, c'est ce que je vous ai mis juste dans la page d'après. Il y a, en principe, vous avez pas mal de... Enfin, vous avez pas mal. Enfin, c'est ce que je pensais, mais normalement, il y a des contrats types qui sont mis à disposition. Moi, j'en ai rédigé quelques-uns pour certains réseaux. Alors après, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une espèce d'organisation entre les réseaux où il y a des choses qui sont déposées sur des réseaux uniquement locaux, des bases de données locales, et il y en a d'autres qui sont mis à disposition au niveau national. Enfin bref, donc effectivement, je ne sais pas si vous y avez accès. Donc, je peux tout à fait rajouter potentiellement une clause d'exclusion dans la fiche. Mais ce que je vous conseille, c'est aussi d'aller regarder dans les bases de données. Normalement, il y a pas mal de... Enfin, moi, j'en trouve dans certains types de bases de données des contrats types, notamment qui ont été faits à l'issue de retours d'expérience de certaines synergies. Sachant qu'à titre parfaitement informatif, dans le cadre du réseau Synapse, on va faire justement des accompagnements de synergie. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura des contrats qui vont être rédigés. Et moi, en fait, derrière, je ferai un contrat type qui sera mis à disposition de tout le monde. Donc ça, potentiellement, par exemple, si on a de la vente, de la cession, etc., vous les aurez, ces contrats-là. Donc, l'objectif, c'est aussi ça, c'est que ça bénéficie à tout le monde et que vous en ayez de plus en plus ces contrats dans la base de données qui, encore une fois, ensuite sont à ajuster, mais où les clauses d'exclusion type, etc., vous les avez, quoi. Oui, le réseau Synapse, donc le réseau national de l'EIT, normalement, il a vocation à faire remonter ce qui est produit méthodologiquement dans les réseaux régionaux. Donc, le nôtre en Occitanie, il y en a un dans le Grand Est, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter aussi à vous mettre sur la plateforme de Synapse pour que vous receviez aussi les pop-up pour informer quand il y a des fiches méthodos comme on fait là, etc. Le but étant qu'au niveau national, le réseau national puisse bénéficier des apports méthodologiques que les différents animateurs proposent dans les différentes régions. Voilà, mais effectivement, je pourrais rajouter juste des exemples de clauses d'exclusion dans la fiche en un peu petit pour que ça tienne, mais effectivement, je peux rajouter. Et il nous reste du coup sur la session de déchets, là que ce soit en revanche du don ou de la vente, je vous ai mis des choses à mettre qui sont liées aux obligations justement des producteurs et détenteurs de déchets. Donc ça, peu importe que vous donniez ou vous vendiez,
les entreprises qui font des synergies où elles cèdent des déchets, il faut qu'il y ait ça. Donc, il faut qu'il y ait des obligations de l'entreprise qui cède les déchets. Donc, ça va être les obligations en matière de caractérisation et des obligations de garantie d'absence de mélange de déchets contaminés, etc. Donc ça, je vous conseille ces obligations réglementaires, mais de les rappeler dans le contrat pour que ce soit bien clair si jamais justement il y a anguille sous roche ensuite. Et puis les obligations de l'entreprise qui achète ou qui reçoit et qui va utiliser. Il faut bien rappeler l'obligation qu'elle va avoir justement de faire soit de préparer en vue de la réutilisation, de réutiliser, de recycler, de valoriser, etc. Il faut bien rappeler les obligations en matière de traçabilité, qu'elle puisse rendre des comptes justement sur où est-ce que ça va, justement si ça ne s'arrête pas qu'avec elle. Et puis, je vous conseille aussi pour l'entreprise qui va donner ou qui va vendre des déchets, d'exiger une preuve, justement, soit un certificat de statut de déchet, soit une preuve de remise à un prestataire de traitement, enfin bref, une preuve qui lui permette de voir qu'il y a bien une valorisation finale pour qu'elle, en cas de contrôle ou s'il y a des sujets, elle puisse justifier auprès de l'administration qu'elle est conforme. Et puis dernièrement, bien sûr que l'entreprise qui va utiliser les déchets prévoit une clause de garantie pour qu'elle garantisse l'entreprise qui a donné ou qui a vendu les déchets en cas de sanction administrative ou de sanction pénale, parce que finalement, justement, ça a été mal géré. Et encore une fois, l'entreprise qui a produit les déchets et qui les a vendus initialement pourra être recherchée en responsabilité. Donc, il faut que l'entreprise qui potentiellement aura été défaillante derrière puisse garantir la première. Il espère quand même que ce soit un peu juste tout ça. Voilà pour les cessions. Donc, l'autre type de contractualisation pour lequel la fiche vous propose une méthode, c'est tout ce qui est mise à disposition. Donc ça, c'est des trucs où le juridique a tendance à vachement bloquer, alors que c'est des synergies parfois qui ne sont pas si compliquées que ça. Donc là, pour le coup, c'est pareil. C'est une méthode en 3 étapes. D'abord, vous vérifiez le code du travail. Ensuite, vous déclarez la synergie à votre assureur. Et en dernier, vous rédigez le contrat. Donc, encore une fois, il faut faire… Une fois qu'on fait les choses dans l'ordre, généralement, ça se passe plutôt bien. Et là, c'est pareil. Je vous ai résumé les 2 options qui sont possibles. Soit les entreprises veulent se mettre à disposition des véhicules, des machines, des équipements, peu importe, gratuitement. Dans ce cas-là, juridiquement, c'est ce qu'on appelle du prêt à usage. Donc, c'est un niveau de garantie. C'est comme l'équivalent du don quand on fait de la cession. Quand c'est gratuit, c'est que c'est pas très engageant. Donc, en gros, le niveau de garantie par l'entreprise qui met à disposition est quasi inexistant et il y a très peu de responsabilité. Donc, c'est à privilégier pour les petites synergies de mise à disposition. Voilà, c'est mieux parfois de simplement le faire gratuitement. Et puis en revanche, s'il y a un gros enjeu sur quelque chose de structurant, de récurrent, etc., ou avec des choses où il y a plus de risques, généralement, on va le faire à titre onéreux, donc on va demander une petite contrepartie financière, ou parfois même pas plus petite. Et dans ce cas-là, concrètement, quand on le fait à titre onéreux, c'est de la location. Et là, la responsabilité de l'entreprise qui va louer des équipements, des véhicules, etc., est beaucoup plus importante. Les garanties sont bien plus engageantes. Donc là, il va vraiment falloir prévoir un contrat en bonne et due forme et cadrer tout ça. Encore une fois, première étape, si on veut mettre à disposition entre entreprises des équipements ou du matériel, c'est on vérifie le code du travail parce qu'à nouveau, vous pouvez avoir des mises à disposition qui sont encadrées ou interdites. Il y a des cas dans lesquels, encore une fois, le code du travail va vous dire vous ne pouvez pas louer certains équipements d'occasion. Ou vous pouvez le faire, mais sous réserve de produire tel certificat, de faire tel contrôle, etc., etc. Donc, première étape à vérifier, on va vérifier dans le code du travail si on est sûr qu'on ne fait pas partie des équipements, des machines ou des moyens de protection qu'on ne peut pas louer quand ils sont d'occasion et qu'ils ne sont pas neufs. Donc, si on n'est pas là-dedans, et je vous l'ai mis à la fin, s'il n'y a rien dans le code du travail, c'est que vous êtes simplement soumis au code civil et du coup, la liberté contractuelle est assez énorme et donc vous pouvez prévoir contractuellement un peu ce que vous voulez. Vous pouvez beaucoup plus aménager de choses. En revanche, bien sûr, s'il y a des restrictions liées au code du travail, vous devez renoncer à la synergie si c'est interdit, soit vous devez mettre en place certains process
et prévoir un bon nombre de clauses aussi dans le contrat auquel vous ne pourrez pas déroger. Donc ça, c'est la première étape, on vérifie le code du travail ou pas. Et ensuite, une fois qu'on est raccord sur effectivement ce qu'on peut faire ou pas, on se rapproche de son assureur. Alors, je vous ai bien expliqué en cette slide parce que c'est la question récurrente des entreprises quand on sur les synergies mises à disposition, c'est qui est responsable s'il se passe quelque chose. S'il y a un problème avec le véhicule que j'ai prêté, si pendant qu'ils utilisent la machine que je leur ai mise à disposition, il y a un salarié qui se blesse, enfin bref. Donc ça, en fait, cette question, le problème, en fait, c'est que ça va dépendre d'un nombre de circonstances et de facteurs assez hallucinants. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce qui était prévu contractuellement, des circonstances, de l'accident aussi. Bref, donc en fait, de toute façon, il y aura lieu un débat sur la question de qui sera responsable en fonction du type de synergie, en fonction du type de matériel, en fonction de où est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qu'on avait prévu dans le contrat, etc. De toute façon, s'il y a un accident qui se produit dans le cadre d'une mise à disposition, il y aura un débat juridiquement. Donc, la question n'est pas de savoir qui est responsable, la question est de savoir, en cas d'accident, est-ce que tout le monde est couvert? Parce qu'une fois que les entreprises elles sont correctement assurées, normalement, de toute façon, ce ne sera plus le problème des entreprises, ce sera le problème des assureurs. Et ce sera eux de débattre sur la question de savoir est-ce que c'était plus l'employeur du salarié, est-ce que ce sera plus le propriétaire de l'équipement, est-ce que ce sera… Bref, ce sera à eux de passer 5 ans à se détruire pour savoir qui va finalement casquer. Mais vous, l'objectif pour les entreprises, c'est d'être sûr en fait que eux derrière, et pour les salariés aussi, c'est d'être sûr que les indemnités seront versées et que les deux polices d'assurance sont au courant de la mise à disposition et de toute façon ne pourront pas dire ah bah il y a une question de garantie, moi je savais pas que vous alliez faire ça, ah bah non vous étiez chez machin et quand le salarié chez machin il dira ah bah oui mais non c'est pas vos employés, enfin bref, le tout c'est que tout le monde soit assuré. Donc certaines synergies de mise à disposition peuvent conduire à une aggravation des risques. Parce que justement, c'est des salariés, par exemple, qui ne seront pas spécifiquement formés ou qui ne connaissent pas le site ou qui ne sont pas habitués à travailler sur ce type d'équipement, etc., etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le déclarer. Moi, je vous conseille, pour être tranquille, de dire aux entreprises, voilà, cette deuxième étape, c'est on déclare, une fois qu'on sait qu'au niveau du code du travail, on sait comment on se positionne, on déclare à l'entreprise sur le fait qu'on veut mettre en place cette synergie et les modalités dans lesquelles on veut le faire. Comme ça, on est sûr, généralement, ils vont accepter de couvrir sans surprime. Après, parfois, ils peuvent aussi dire, bah, moi, je suis d'accord pour assurer, mais je vais vous demander une petite surprime. Encore une fois, ça peut être des choses qui sont à négocier ensuite entre les entreprises. Parce que, par exemple, si vous le faites à titre gratuit, mais qu'on vous demande une petite surprime, vous pouvez tout à fait dire à l'autre entreprise, bah, je vous répercute les frais et la surprime, etc. Bref, on trouve un équilibre ensuite. Mais il ne faut pas squeezer cette étape de déclarer à l'assureur. Comme ça, on est sûr qu'on est tranquille. Mais ça ne sert à rien, encore une fois, de se poser des questions pendant 1000 ans, de savoir qui est responsable en cas d'accident. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on pourrait faire une thèse de 50 pages pour imaginer tous les fondements de responsabilité et toutes les hypothèses d'accident et donc toutes les circonstances différentes qui font qu'on pourrait aller chercher des types de responsabilités divers et variés. Voilà. Donc, c'est important de répondre rapidement à cette question. Quand les entreprises demandent qui est responsable, il faut leur répondre, la question n'est pas là. Est-ce que vous êtes bien assuré? C'est ça le sujet. Ensuite, une fois que l'assurance, ça a été déclaré à l'assurance et que c'est dealé de ce côté-là, il ne reste plus qu'à rédiger les contrats. Donc là encore, l'objectif de la fiche, c'était de bien récapituler les obligations principales qui sont prévues par le Code civil dans le cadre de mise à disposition, et puis comment contractuellement on peut les aménager, sachant qu'encore une fois, à partir du moment où ce n'est pas des synergies qui sont un peu encadrées par le Code du travail, on peut prévoir beaucoup de choses, on peut aménager un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment sujet à négociation pour que tout le monde trouve un équilibre là-dedans. Donc, je vous ai mis d'abord une slide sur la question de la location pour bien vous rappeler que c'est un peu comme la vente, il y a pas mal de garanties qui sont un peu similaires. Il y a des garanties importantes pour l'entreprise, pour le bailleur, l'entreprise qui va louer. Donc, il y a toujours cette obligation de délivrance conforme. Donc, encore une fois, il faut se mettre d'accord et puis potentiellement, vous pouvez prévoir dans le contrat que l'entreprise qui va utiliser le véhicule, la machine, déclare bien connaître la chose et la prendre en l'état pour éviter qu'il y ait des débats justement sur je ne pensais pas que c'était comme ça, c'est parce qu'on m'avait dit, blabla.
Il y a une obligation de jouissance paisible. Donc ça, grosso modo, il faut que l'entreprise qui met à disposition ne doit pas gêner l'entreprise qui va utiliser du coup le véhicule ou la machine pendant qu'elle l'utilise. Surtout qu'en plus, elle paye. Donc encore une fois, c'est un peu l'esprit. À partir du moment où il y a de l'argent, on est tenu quand même de pas mal de choses. Il y a une obligation d'entretien. Et du coup qui va se répartir entre les deux, et ça pareil qui est aménageable. Donc moi il y a des contrats types que j'ai rédigés où plutôt on se met d'accord, on liste en fait ce qui incombe à une entreprise et ce qui incombe à l'autre en termes d'entretien et de réparation. Et là encore ça peut varier en fonction du prix qui est convenu, mais le principe c'est que justement si on prévoit un contrat très très type où on n'aménage rien, le principe en vertu du code civil, c'est que c'est l'entreprise qui va louer, qui doit entretenir la chose en état de servir, et puis qui doit effectuer toutes les réparations qui sont nécessaires, autres que locatives. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien, parce que contrairement à, vous savez, quand on loue un bien immobilier, c'est défini en fait les réparations locatives qui vous incombent en tant que locataire. Là, ça ne va pas être prévu par les textes. Donc, moi, je vous conseille de contractuellement vous mettre d'accord au début et de dire avec l'entreprise, quelles sont les petites réparations locatives, par exemple, que toi, tu prendras en charge pendant que je te mets à disposition telle machine ou tel équipement ou tel véhicule. Voilà, se mettre d'accord en amont, ça permet de ne pas avoir à discuter ensuite sur ah ben non, ça à toi de le prendre, etc. Donc, mieux on anticipe, mieux c'est. Après, on peut mettre des paliers. On peut dire au-dessus de tel coût, c'est l'entreprise bailleur qui prend en charge, et en dessous, c'est l'entreprise qui bénéficie de la mise à disposition. Bref, tout est possible, mais encore une fois, il faut s'arranger là-dessus. Il y a deux garanties, donc la garantie des vices cachés, donc ça c'est pareil, vous pouvez l'écarter dans une certaine mesure. Et puis il y a la garantie de troubles de jouissance causés par des tiers. Grosso modo, c'est un peu l'hypothèse où vous êtes l'entreprise qui met à disposition la machine, démultiplie les synergies et se met à mettre à disposition ces machines à 3-4 entreprises sans justement encadrer ça. Et donc finalement, ça va nuire à la jouissance paisible de chaque entreprise, parce que finalement, quand elle va vouloir le prendre, elle ne va pas pouvoir, ou quand elle va venir, il y a déjà l'autre. Donc ça, c'est pareil, il faut s'organiser, parce qu'en principe, vous êtes censé garantir à toutes les entreprises auxquelles vous mettez à disposition du matériel qu'elles pourront l'utiliser paisiblement et qu'il n'y aura pas de trouble à ce moment-là. Voilà, et donc ensuite, je vous ai mis un petit récap des points de vigilance et des exemples de clauses que je vous conseille d'insérer. Et donc, de bien rappeler, pareil, une clause d'assurance, histoire que ça fasse tilt. Vous pouvez demander, par exemple, moi, ce que je mets souvent dans les contrats types, c'est qu'au démarrage du contrat, chacune des entreprises produit une attestation d'assurance pour la synergie. C'est-à-dire vraiment pas une attestation de RCP, de responsabilité civile professionnelle classique, bien une déclaration avec la déclaration qui dit vous êtes couvert pour ce type de synergie. Donc, ça permet aussi d'obliger un peu chaque entreprise à faire ce travail plutôt que chacun se dise je suis sûr que lui, il l'a fait, donc moi, je ne vais pas le faire. Voilà, donc ça, c'est pareil, hein, c'est un peu comme une to-do. Vous pouvez checker que ces différents points sont abordés dans le contrat. Et puis, pour le prêt, encore une fois, on se rappelle, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a peu de garantie. Donc, c'est comme le don, il y a beaucoup moins il n'y a pas réellement de garantie. Donc, il y a quand même un peu plus de responsabilité que dans le cadre du don. Mais si vous voulez, le prêt à usage, historiquement, ça date du Code Napoléon, donc carrément 1804. Et en fait, on a créé un cadre juridique pour, c'était le prêt entre amis, le truc classique que tout le monde fait. T'as besoin de ma charrue, vas-y, tu peux venir l'utiliser, je te la mets à disposition. Et le Code Napoléon s'est dit, on va mettre tout ça au clair. Mais l'esprit du prêt à usage, c'est de se dire, en fait, c'est quand même un gars sympa. Souvent, il n'y a pas de contrat parce qu'ils le font entre personnes de confiance. Et donc, on ne va pas en plus aller charger le gars sympa qui a mis à disposition. Donc, grosso modo, il y a surtout des obligations pour l'emprunteur, pour l'entreprise qui va emprunter. Du coup, il faut bien sûr qu'elle utilise la chose pour l'usage qui a été prévu. Donc, par exemple, si on lui a dit c'est un véhicule, je ne sais pas, qui est utilisé pour transporter tel type de choses, il ne faut pas qu'elle l'utilise pour transporter tel type de matière, ou potentiellement, en plus, il y aura des conséquences qui sont mauvaises derrière. Bref, donc ça,
conformément à l'usage qui a été déterminé. Et puis, bien sûr, elle doit veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée, parce qu'il est déjà bien gentil de prêter, donc on ne va pas dégrader ce qu'on nous a prêté. Et puis, il faut restituer la chose après l'usage. Donc ça aussi, pareil, ça paraît logique, mais c'est mieux de le prévoir et de se mettre d'accord contractuellement. Ce que je vous conseille, ensuite, je vous ai mis ce que je vous conseille de prévoir dans la convention. L'objet du prêt, l'usage du matériel ou du véhicule, et puis bien sûr la durée ou le terme de la mise à disposition. Ça peut être une durée, mais on peut prévoir aussi d'autres choses. On peut prévoir un système de mise à disposition, par exemple, où on se le notifie par mail, on se met d'accord à chaque fois sur quand est-ce qu'on se le rend. Voilà. Ensuite, les conditions relatives à la demande d'utilisation, donc c'est ça, les modalités de réservation et puis les conditions techniques de mise à disposition. Donc, l'état des lieux préalables, est-ce qu'il faut un permis en cours de validité ou une certification ou une formation pour pouvoir utiliser ce qui est prêté. Comment s'organise aussi la prise en charge des sommes en cas de sinistre, de panne, d'amende, etc. Pareil, ça peut être bien de plus on se met d'accord en amont et moins il y a de questions ensuite et mieux on s'entend généralement. Et puis pareil, une clause de responsabilité et d'assurance pour être sûr que tout le monde a bien déclaré et que tout le monde est couvert. Et le dernier, du coup, petite méthode que je vous ai mise, c'est moi ce que je vous conseille de faire pour les mises à disposition qui sont un peu récurrentes ou qui ont vocation à se multiplier, c'est de faire un contrat cadre et ensuite de faire des contrats d'application sommaire pour chaque mise à disposition ou pour chaque matériel. Donc concrètement, l'idée, c'est de signer un premier contrat cadre dans lequel on se met d'accord sur les gros sujets, en fait, notamment ce que je vous disais sur parfois la répartition des frais qui peuvent être occasionnés, les questions d'assurance. On se met d'accord un peu là-dessus. Et puis ensuite, on peut faire des petits contrats d'application pour des mises à disposition spécifiques. Donc, que ce soit des mises à disposition sur une durée ou alors par type de matériel. Et donc, dedans, on va fixer le matériel, le prix et puis les conditions de sécurité un peu spécifiques. Donc ça, vous pouvez prévoir pour chaque petit contrat d'application. Et ensuite, concrètement, ce que je vous conseille aussi pour éviter, encore une fois, ensuite les débats stériles et les contestations, c'est de signer un petit bordereau de mise à disposition une fois que vous mettez à disposition. Donc, les deux entreprises, les agents à travers elles, qui vont utiliser le matériel ou le véhicule, bien sûr, de faire un petit bordereau au début de la mise à disposition pour limiter les risques de contestation et puis justement établir la liste des défauts apparents, les non-conformités. Pensez aux locations de voitures. C'est un peu la même idée, mais peu importe que ce soit une voiture ou que ce soit un équipement, peu importe, voilà. Donc, se mettre d'accord, tel jour, j'ai mis à disposition et j'ai remarqué telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, pareil, de faire ce petit état des lieux. Vous pouvez faire un état des lieux et puis de l'autre côté, un bordereau de restitution où là, pareil, finalement, quand on se rend à la fin de la mise à disposition, on réalise contradictoirement, justement, pareil, un petit état des lieux de après et on vérifie qu'il n'y ait pas trop d'écart. Là, pensez à l'état des lieux de sortie quand vous êtes locataire. C'est la même idée. À la fin de la mise à disposition, on vérifie qu'il n'y a pas eu de dégradation, qu'il n'y a pas eu de problème, etc. Et c'est pareil. Et comme ça, avec cette méthode, ça vous permet, encore une fois, de cadrer sur des choses qui vont être récurrentes, en fait. Et ça permet de ne pas se dire à chaque fois, est-ce qu'on repasse un contrat, machin, on ne va pas passer des contrats à chaque fois. Enfin, c'est insupportable. Donc voilà, faire ce premier contrat cadre qui est un vrai travail sur les sujets de fond, assurantiel, le fait que justement c'est un contrat de location ou un contrat de prêt, enfin on se met d'accord sur ces grosses choses, et ensuite un contrat d'application par type de matériel, et puis ensuite on se fait juste des petits états des lieux avant-après, et comme ça normalement on est bon. Et donc, le dernier truc que je vous ai mis, c'est justement, n'hésitez pas à aller regarder sur les bases de données les contrats qui peuvent déjà être disponibles, souvent qui ont été rédigés par des services juridiques, donc qui sont pas mal. Et je vous mets simplement en garde, allez en chercher, mais ensuite, n'oubliez pas de conseiller aux entreprises de les faire relire par leur service juridique. Ou alors par un conseil si elles n'en ont pas. Mais voilà, parce qu'encore une fois, chaque synergie différente, il peut y avoir des enjeux sur lesquels on passe à côté, etc. Donc,
faites-le relire, quoi. Encore une fois, parce que ce que je vous ai mis, c'est qu'un contrat construit de façon approximative, c'est comme une digue construite de manière approximative, ça ne protège pas des risques. Donc, le but d'un contrat, c'est qu'il faut que ce soit comme de la haute couture, il faut que ce soit sur mesure. Et quand c'est sur mesure, c'est vraiment un levier parce que ça permet vraiment de sécuriser et même dans l'exécution et même en cas d'accident et même, etc., un bon contrat, en fait, qui fonctionne bien, ça résout les problèmes. Un contrat, en revanche, qui est fait de manière approximative, ça créera des problèmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura justement quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, quelque chose, etc., quelque chose qui a été mal anticipé, quelque chose qui a été mal rédigé, eh ben, ça reviendra derrière et ce sera plus un facteur de problème qu'un facteur de sécurité juridique. Et voilà. Et c'est tout. J'ai pas d'autres slides. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce que vous avez sur cette partie-là des questions ou des réactions? Tout d'abord, merci beaucoup. C'était certes un peu dense, mais très pédagogique. Donc à relire à tête reposée quand même, parce que, ou alors face à une situation. En tous les cas, on sait où aller chercher l'information maintenant. Très bien. Voilà, vous avez à disposition les notes qui sont dans Cyclope. On mettra en ligne également l'enregistrement de ce webinaire avec des petits menus pour s'y retrouver. Et puis, ça vous permettra effectivement d'y revenir sur des cas précis parce que là, ça rend les choses très, très concrètes tout d'un coup quand on a un cas précis qui s'offre à nous de pistes de synergie. Très, très bien. Oui, c'est très bien. Et maintenant, on a le contact d'Elisabeth, donc c'est très bien aussi. Pas d'autres. Merci pour vos remerciements. On est content de servir. Voilà. C'est vrai que ça efface des flous qui pouvaient exister. Voilà, on a des précisions et c'est tellement mieux quand c'est bien, c'est posé et puis on sait où trouver la juste information. Oui. Et le juste usage de ces informations, de voir comment, enfin, en tous les cas, comment elles sont mobilisables. Je trouve que ça va être vraiment, enfin, je pense que ça va être un très, très bon support pour les animateurs de projets UIT et ceux qui sont vraiment